C'est la télévision du Vivre Ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes d'Info Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission d'entretien à bâton rompu. Ce soir, la ligne rouge, la suppression de la prime de technicité d'une valeur de 2400 francs CFA à compter des salaires du mois de juillet 2020 suite à une requête datant du 23 juillet 2020 du ministre de la Santé Manaouda Malachi au ministre des Finances Louis-Paul Motazé a suscité cette semaine l'ire d'un collectif de médecins indignés. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, il s'agit pour ces derniers d'une pilule dure à avaler. D'après la presse, une pétition au sujet de la prime querellée a même été adressée au président de la République. Que pense notre invité ce soir, professeur agrégé de chirurgie orthopédique, de cette polémique? Au Cameroun, le cancer du col de l'utérus tue chaque année environ 1500 femmes et représente le deuxième motif de cancer chez les femmes. Pourtant, l'introduction d'un vaccin contre cette maladie dans le cadre du programme élargi de vaccination était au centre de la controverse cette semaine. Que pense notre invité ce soir du programme élargi de vaccination et des grands lobbies pharmaceutiques? On en parlera tout au long de ce programme. Avec plus de 17 millions de personnes infectées, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la courbe de contamination du Covid-19 demeure une préoccupation mondiale. Les États multiplient des initiatives pour endiguer cette crise. Au Cameroun, nous questionnerons ce soir l'approche scientifique indiquée en de telles circonstances. Les consultations au Palais de l'Unité ont laissé libre cours à toutes les supputations. Cette semaine, certains journaux ont même annoncé l'imminence d'un remaniement ministériel de grande ampleur. Mais au-delà de ces prédictions dignes des oracles, le regard de notre invité ce soir, considéré comme un homme politique redoutable, sera recueilli sur le sujet, tout comme nous tenterons d'avoir son avis sur la notion d'équilibre régional et des grands groupes de pression communautariste en quête d'une représentativité dans les instances du pouvoir. L'ouverture du capital de la compagnie nationale aérienne peut-il augurer une sortie de la zone de turbulence? On en parlera en première partie de cette émission. En deuxième dorsale, nous parlerons de la couverture santé universelle pour explorer les pistes pour une réelle mise en œuvre. Le statut du personnel de santé au Cameroun sera passé au scanner. L'assise doctrinale et le combat du parti historique seront également évoqués, tout comme la genèse des tendances upécistes. Enfin, le Cameroun, considéré comme l'Afrique en miniature, peut-il ou doit-il s'inspirer des modèles outre-Atlantique pour consolider son unité nationale? Et quelle est la place de la tribu dans cette construction permanente? Le sujet est inscrit en deuxième partie de cette émission ce soir. La ligne rouge, des sujets qui feront l'objet d'évocation avec l'invité dont le profil sera décliné juste après ce léger break. A tout de suite. Dans les blocs opératoires, sa précision chirurgicale est en cas d'école. Extrêmement respecté pour ses faits d'armes et adulé pour son expertise. J'ai été très seul, l'un des rares, nous étions très peu nombreux il y a très longtemps. Mais le travail que nous étions à faire ces 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 2000, a permis la formation d'autres et par effet, on va dire duplication, nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de chirurgiens orthopédistes. Et même les agrégés, j'étais agrégé seul pendant très longtemps. Il y a 2 agrégés, nous sommes devenus nombreux. C'est ça qui me donne une certaine fierté. Au Cameroun, on a aujourd'hui 3 agrégés de chirurgie orthopédique, une cinquantaine de chirurgiens orthopédistes.
On peut dire que nous n'avons pas perdu notre temps. Et je peux être fier de prendre ma retraite. Je commence à la préparer parce que le bilan est là. Je suis capable de dire, j'assume que tous les 10 000 médecins qui sont au Cameroun, 6 000 me doivent d'avoir participé de façon particulièrement active à la formation. 100 chirurgiens disent la même chose, c'est moi qui leur ai appris à opérer bistouri à la main. Et puis la moitié des chirurgiens orthopédistes, au moins une trentaine, me doivent un culte. On m'a reproché d'être un gourou, mais je crois que c'est ça, qu'on a pris du temps de former la jeunesse, et c'est ça qui rend notre métier passionnant. C'est le meilleur salaire que nous avons, des gens qui nous vouent un culte messianique. Le professeur Jean Baebek est un médecin camerounais agrégé de chirurgie orthopédique depuis 1994 après une brillante formation en Suisse. Le fondateur de la revue africaine de chirurgie et spécialité a été inspiré par de nombreux modèles professionnels. Dans le domaine d'activité particulièrement on peut dire la chirurgie orthopédique, ne sont pas des nationaux. Si vous voulez, là je suis presque un pionnier parce que les aînés qui ont été chirurgiens orthopédistes au Cameroun avant moi, il y a quand même eu le docteur Mignon, le docteur et le professeur Fariko. Ils n'ont pas eu la chance de rayonner et d'avoir mon parcours. Donc les références qui m'ont tiré dans le domaine sont ailleurs. Il y a Sédina Issa Seyelay à Dakar. Et avant lui, il y a Pierre Hofmeyer à Genève avec ses 3 collègues. Il y a André Kelly et Dominique de la Santa. Et je veux dire, enfin, il ne faut pas que je l'oublie Robin Peter. C'est des blancs. Très sollicité, ces périodes de répit durent à peine l'instant d'un battement de cils. Curieusement, ce médecin de génie, enseignant chevronné à la réputation outre-Atlantique, classé en 2014 parmi les 100 meilleurs médecins au monde par le Centre international de biographie basé en Angleterre, n'est toujours pas distingué dans son pays, le Cameroun. Le pays en termes de pouvoir, peut-être non, mais le pays en termes de peuple, largement oui. Largement oui. Moi, il n'y a pas un village, il y a très peu de villages dans lesquels, très peu les communautés dans lesquelles je mets le pied et puis je ne trouve pas des gens qui veulent mes autographes. C'est pourtant au CUS, le Centre universitaire des sciences de la santé, que le professeur Jean Baebek a acquis les rudiments de la médecine. Il en garde d'ailleurs un bon souvenir. CUS a eu d'excellents pères fondateurs. Je peux les citer. En médecine interne, tout le monde est encore là avec Ngou Blaquette, qui est la veuve de Ngou Lifanji. En pédiatrie, Mbédé est décédé, mais je crois que Bama est là, non, avec Titanier et Fernand Chokoto et Kabo, ils sont tous vivants en pédiatrie. En gynécologie, on m'a dit que Nassa est dans le sud-ouest avec lesquels. Et en chirurgie, malheureusement, Anoumango est décédé. Mais il y a eu Jean-François Nguibous qui est aussi décédé récemment. Elle précédé d'excellents pères fondateurs tous. Affectueux, encadreurs. Je n'ai pas de mauvais souvenirs des pères fondateurs. Dans une sorte d'analepse, le professeur Jean Baebek nous raconte d'où lui vient ce déclic pour la médecine. C'est une histoire, très bonne question, c'est une histoire terrible. En réalité, quand j'entre en 6e, jusqu'au moment où j'entre en 6e, je veux plutôt être professeur de mathématiques. Il se passe quelque chose en février. Cette année-là, je suis en 6e au collège Saint-Michel. Notre professeur titulaire et professeur de musique, que nous appelons Rogelas, M. Fondon, décède brusquement des suites d'un accident dans la voie publique par une hémorragie interne à la Quintini. C'est de là que vient le déclic. En effet, j'étais tellement triste que ma grand-mère m'a dit ce jour-là, arrête d'être triste, c'est pas comme ça qu'on plaint son professeur qui est mort parce qu'il n'y avait personne pour l'opérer. On le pleure en devenant docteur pour opérer les autres qui risquent d'avoir la même chose. Né à Idéa, dans la ville Lumière, département de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral, le professeur Jean Baebek a effectué son cursus scolaire et universitaire au Cameroun. Je suis né au Cameroun, à Idéa exactement. Et puis j'ai fait des études primaires dans plusieurs écoles en raison de l'instabilité qui caractérise cette période-là. C'est-à-dire la période, on va dire, de 65 à 75. J'ai fait plusieurs écoles. Et j'ai terminé par l'école Sacré-Cœur de Nouvelle-Adouala.
C'est le premier. Le secondaire, je l'ai fait au Collège Saint-Michel. Il y a d'ailleurs un réseau actuellement qui existe. Et puis le second, c'est que je l'ai fait au lycée polyvalent de Bonabéry. Et puis l'université, je l'ai fait de façon recueillie. Et puis j'ai travaillé au Cameroun comme médecin depuis les années 90, c'est-à-dire j'ai 30 ans de carrière de médecin. Quasiment doté de l'esprit d'avril 1948, à sa naissance, le professeur Jean Baebek, dès l'âge de 7 ans, assurait déjà les liaisons pour alimenter les UPCistes dans le maquis. Moi, je suis né dans le nom de la population du Cameroun. C'est une histoire terrible. Moi, l'un de mes grands-pères fut emprisonné et décède en prison, le paternel. Le maternel est déporté à Edea. Mes deux parents se rencontrent parce que mon père, qui a perdu son père et qui a immigré, va trouver du travail à l'UQAM Edea. Et ma mère, qui est une paysanne, a immigré de son village pour venir à Edea pour survivre à vendre les oranges. C'est comme ça qu'elle rencontre mon père. Et on renvoie mon père, d'ailleurs, qui est ouvrier, fabricant dans les cris de l'électrolyse. À l'UQAM, on le renvoie en 65-66. Motif, il est hyper tendu, mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas entré dans le parti unique. 66, c'est la nuit du parti unique, lui aussi. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai des blessures de la lutte de l'indépendance dans la famille. Donc, on peut même dire qu'à la limite, c'est des plaies familiales, des plaies personnelles. Et puis, moi, j'ai des faits d'armes. À 7 ans, à 6 ans, moi j'assure la liaison entre le village et le maquis en brousse de l'ANLK à Maleket. Maleket, c'est entre Douala et Mbanga. Il y a un maquis là, d'accord? J'ai d'ailleurs une récite dans les bandes rivales. Parce qu'il faut savoir qu'en brousse, les combattants en brousse ont une activité économique. Ils pêchent du poisson, ils braconnent du gibier, ils fabriquent des paniers, ils font de la vanille. Ces modèles politiques sont donc des nationalistes, figures de proue de la lutte pour la réunification et l'indépendance du Cameroun. D'ailleurs, dans l'une de ses officines à Yaoundé, deux portraits captivent l'attention, celui d'une posture sur le sépulcre de Rubin Oumniobé et celui de l'une de ses veuves, toujours en vie, Martha. Aux jeunes qui veulent s'investir dans le combat politique ou exercer la profession de médecin, le professeur Jean Baebek prodigue ce conseil. Quel que soit les jeunes, on devait aller à d'abord les fondamentaux de la vie. Les fondamentaux de la vie, c'est la discipline, c'est l'honnêteté, c'est l'organisation, c'est l'engagement. Dans tout ce que vous faites, soyez discipliné, soyez honnête, soyez déterminé, soyez engagé. Et maintenant, pour ceux qui veulent faire la médecine, en plus, se endurer, c'est difficile, c'est long. Mais au bout de vous ne regretterez jamais. Elle vous donne tout. Tout ce que vous voyez les gens lutter dehors. Et l'argent, vous en aurez. La reconnaissance, vous en aurez. La dignité et la réputation, vous en aurez. Le professeur Jean Baebek est marié et père de 6 enfants. Cet ancien chef des services chirurgicaux et services de traumatologie à l'hôpital central de Yaoundé est aussi un auteur prolifique. Il a d'ailleurs contribué, au même titre qu'une trentaine d'experts dans le monde, à la rédaction de Decne Reconstruction, Replacement and Revision du célèbre docteur Jafad Parvizi, orthopédiste certifié par l'American Board. Retour dans ce studio d'Info Télévision pour cette édition de votre émission La Ligne Rose. Professeur Jean Baebek, merci finalement d'avoir accepté cette invitation d'Info Télévision. On espère avoir brossé suffisamment mieux le portrait de l'illustre personne et personnalité que vous êtes. C'est moi qui vous dis plutôt merci parce que je ne vous croyais pas... Je ne savais pas que vous êtes en train de fouiner comme ça. Vous allez trouver jusqu'au livre de Parvizi, l'américain. Mais bon, ça veut dire que vous avez fouiné. Vous avez trouvé beaucoup de choses sur moi. Je suis ravi que vous ayez obtenu ça en dehors de moi. Ce n'est pas moi qui vous ai dit. Vous avez trouvé. Merci beaucoup. Ouais.
Alors, professeur, on va débuter cette phase d'échange tout en rappelant aux téléspectateurs ce dimanche qu'ils peuvent adresser leurs questions au professeur Jean Baebek ce soir. Vos questions et vos préoccupations seront donc recueillies par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46. D'abord, les questions d'actualité, professeur Jean Baebek. Cette semaine, c'était l'actualité évoquée par la plupart des journaux. On parle notamment des coupes observées sur les salaires des personnels de la santé, 2400 francs CFA. Cette nouvelle a suscité la colère d'un collectif de médecins indignés. Pourtant, le ministre de la Santé persiste et signe, indiquant qu'il s'agit simplement d'un rappel à l'orthodoxie. Comment vous avez accueilli cette sorte de grogne observé cette semaine et cette sortie de ce médecin indigné qui souhaite que l'on restaure cette prime donc de technicité? Je crois que le ministre de la Santé dans cette affaire est victime d'une des deux choses. Soit l'incompétence de ses collaborateurs qui lui ont conseillé de le faire, soit alors la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que théoriquement, c'est un problème juridique qu'il veut régler. Parce que le texte réglementaire de 2002 a la clause d'abrogation. C'est-à-dire, à partir de là, abrogation de tout ce qui est antérieur. C'est-à-dire que toutes les primes antérieures étaient supprimées et c'est les nouvelles primes qui étaient instaurées. Théoriquement, ça fait bien aux oreilles. Mais l'incompétence, c'est quoi? Et l'inculture, c'est quoi? L'inculture, c'est que ses collaborateurs n'ont pas pu faire la recherche ou bien le savent et sont de mauvaise foi. Ne lui ont pas dit que cette affaire arrive en 2002 parce que l'État veut corriger une injustice antérieure 10 ans. C'est-à-dire dans les années 92. L'État a coupé des pour la moitié du salaire. Moi, j'ai été victime de ça. Et donc, en 2002, après les réformes qui ont fait que l'État respire, l'État décide de rattraper les salaires qu'il a coupés. Mais en même temps, il est malin. Il ne veut pas qu'il y ait l'inflation et d'autres revendications. Il décide de restituer ce qu'il a coupé, ou du moins une partie, mais sur une forme dissimulée qui réduit le risque d'inflation sur le marché et de revendication dans d'autres corps. Parce qu'il y a pire. Nous, en enseignement supérieur, on a 3 ou 4 primes, on avait 2 ou 3 primes. On les a conservées et on a ajouté de ça, dit que par exemple, nous touchons 2 fois la prime de recherche. L'autre, on l'a appelé la prime de modernité. Donc, c'était un compromis politique. Ce n'est pas un problème juridique. Maintenant, que les juristes aient mis une faute de grammaire juridique, au lieu de mettre qu'on conserve, ils ont mis les médecins ne sont pas allés regarder. Et je vous assure que un type de l'ENAM aussi brillant qu'au Langena, parce que lui qui était ministre à l'époque. Malachi pense que, je ne sais pas où il était à l'époque, s'il était né, il était certainement né, mais bon, il était à l'école. Au Langena aurait laissé ça, s'il y avait une faute, s'il y avait une injustice contre l'État. Non. Donc le compromis politique, c'est comme ça qu'on l'arrache. L'État veut résoudre un problème politique. Et ce que les collaborateurs auraient dû dire, c'est qu'au Langena n'y touche pas. Maman Fouda n'y touche pas. Toi, tu ne peux pas être plus brillant que eux. Maman Fouda est un ingénieur de Polytech. Au Langena, il est là où il est, mais c'est un brillant type de l'élève. D'ailleurs, il n'est pas seul. À l'époque, il est avec Ngoulou, je crois. Ngoulou qui est décédé par son âme. Donc, que ce soit Maman Fouda, que ce soit Malachi, il veut se mesurer à cela. C'est pourquoi je lui concède que je ne connais pas ce que les conseillers que là. Je suis étonné que ces conseillers lui aient laissé faire ça. Et je pense, j'en appelle ici aux médecins, que je pense qu'ils doivent tenir compte de la jeunesse du ministre Malachi. Du fait que le jour où on a instauré une nouvelle prime,
sans supprimer, parce que c'est ça l'esprit d'une négociation. À l'époque, je crois qu'il y a un murmure de grève. Ou bien il y a même grève. C'est trop tendu. Et je vous assure que Oulanga n'était pas un type facile. Et nous, avec lui, c'était... Comme il est brillant mais arrogant. C'était vraiment coup sur coup entre Oulanga et nous. À l'époque, moi, j'étais aussi jeune. Aujourd'hui, ça me concerne un peu. Je pense que Malachi était à l'époque à l'école. Il a des collaborateurs qui l'ont laissé faire ça. Je pense que les médecins devraient attendre le Premier ministre, le président, vont avec le ministre des Finances régler ça rapidement. Parce que c'était un complot politique. Pourquoi? Les médecins sont en droit de dire, ok, faisons le bilan. Ce que l'État nous a coupé de 92 à 2002, qui représentait la moitié de notre salaire, ça se chiffrait en centaines de milliers. C'est-à-dire que moi, à partir de 240 000, je crois que j'avais à peine 140 000. Les 100 000 francs en 10 ans, comparé aux 2400 en 18 ans, qui doit à l'autre? Les médecins risquent d'arriver là. Et donc, moi, je pense que c'est un problème politique. Il ne faut pas brûler le pays, il ne faut pas... Je pense qu'il faut négocier. Je pense que le Premier ministre et le ministre Malachi lui-même, nous n'est pas parfait. Ok? C'est-à-dire qu'on peut le tromper. Lui, il était quelque part à l'école dans une faculté, ou bien il était à l'ENAM, je ne sais pas. On peut le tromper. Donc, on peut régler ça. On peut régler ça. Mais le problème n'est pas un problème juridique, comme ces DRH et consorts ont laissé croire. Le problème était un compromis politique. Professeur Baïbek, je voudrais convoquer le savant que vous êtes pour parler cette fois-ci du cancer du col de l'utérus. On en a parlé cette semaine dans les médias, constituant le deuxième motif de cancer, dit-on, chez les femmes. Mais il y a une préoccupation, c'est qu'on commence à craindre l'expérimentation des vaccins au Cameroun. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, certains redoutent le vaccin contre ce col de l'utérus. Vous comprenez cette attitude de quelques-uns qui estiment que la situation n'est plus propice pour accorder une plus-value aux vaccins qui viennent d'outre-mer. Quel est votre sentiment? Il faut d'abord bien expliquer d'où vient cette affaire, cette controverse. La controverse des vaccins du col de l'utérus vient de que lorsqu'on a vacciné en Occident les jeunes filles contre le cancer du col, il s'est trouvé que dans certains pays, dans certaines communautés, beaucoup de jeunes filles ont développé des maladies neurologiques graves, des sortes de paralysie. Et donc, certaines personnes qui les ont observées ont pensé que cette paralysie-là était due au vaccin, un effet secondaire du vaccin. La bataille a commencé et les recherches ont été faites par plusieurs chercheurs et plusieurs instituts. Il se trouve que lorsqu'on fait la somme de ces recherches, quand il y a une affaire comme ça, on fait deux groupes. Un groupe à qui on ne donne pas le vaccin, on observe la maladie là. Et l'autre groupe à qui on donne le vaccin, on observe aussi la maladie. Il se trouve que lorsqu'on a comparé la plupart des études, le nombre de sclérose en plaques, cette maladie-là, dans les deux groupes était comparable. Donc, en fait, finalement, on a pu conclure que les maladies dues que l'on observe à la suite du vaccin et qui sont graves, sont en fait des maladies qui auraient pu arriver à ces personnes-là, même si on ne les avait pas vaccinées. Et donc, fort de ça, je pense que c'est pour ça que l'État du Cameroun, le ministère de la Santé a instauré, c'est là les arguments scientifiques. Mais là encore, ce n'est pas un problème scientifique, c'est un problème politique. Il se trouve qu'il y a une paranoïa contre les vaccins dans le monde. Et que le ministère de la Santé, même lorsqu'il a les preuves qu'un vaccin va marcher, doit faire un travail de communication et laisser aux parents la liberté de choisir. Même lorsqu'il a raison. Il doit faire ça. Nous appelons ça en médecine les séances d'éducation, information et communication. On ne peut pas vacciner les gens par force. Même si l'État peut se prévaloir d'avoir en priorité la sauvegarde de la santé de sa population? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'État met les vaccins à la disposition des familles. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne veut pas qu'on vaccine son enfant,
on le vaccine par force. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mettre la santé, la santé à la portée des populations, c'est mettre le personnel et les intrants. Ce n'est pas forcer les gens, surtout quand c'est invasif. Bon, maintenant, sur le plan juridique, le jour où l'État veut que ce soit la force, il va à l'Assemblée, nous sommes en République, il fait voter une loi et on verra si la loi va passer à l'Assemblée, ce qui sera une autre étape. Mais à l'état actuel, l'État ne peut que recommander. Et moi, ce que je peux dire, ce que l'on va dire à l'État, c'est de mettre la Société camerounaise de gynécologie obstétrique pour qu'elle se prononce. Ça va l'aider, si vous voulez, à convaincre le personnel de la santé, qui à son tour aura à convaincre la population sur la base des recommandations scientifiques. Et la Société camerounaise de gynécologie obstétrique est une institution très, on va dire, non gouvernementale très solide au Cameroun, avec des scientifiques de haut niveau. Il y a les Jean-Marie Cassia là-bas, les Mboudou Emile là-bas, les Fomolou Nelson. Ce sont les leaders actuels. Bon, NASA a la retraite, mais il a l'expérience. NASA et l'équipe que je citais là, ils ont l'expérience, c'est-à-dire qu'eux, ils sont même au courant ils peuvent vous donner l'histoire du papillomavirus sur les 80 ans. Donc, je pense que la Société de gynécologie obstétrique du Cameroun peut aider l'État, et l'État améliore sa communication par rapport à ça, plutôt que d'entrer dans une logique de conflit. Puisque nous parlions de l'état du Cameroun, on va y rester avec vous, professeur Baebek, pour évoquer cette fois-ci la pandémie qui donne pratiquement le vertige à toute la planète, celle du Covid-19. On parle pratiquement de 17 millions à travers la planète de personnes infectées par ce virus. Au Cameroun, la riposte contre cette pandémie a suscité évidemment quelquefois quelques gorges chaudes, mais le scientifique que vous êtes, et cela m'intéresse un tout petit peu, professeur Baebek, est-ce que l'approche ou la réponse politique correspond à la bonne approche scientifique en situation pareille? J'ai déjà répondu ailleurs à cette question en disant que notre État est parmi les moins mauvais. J'ai dit ça à votre collègue. C'est l'embrouille partout. Pourquoi? Parce que la connaissance scientifique, si vous voulez, celle qui est vulgarisée au niveau de tous les autres médecins, n'était pas au point. Elle n'était pas au point. Et puis, le traitement était en balbutiement, ainsi de suite, et c'est allé dans tous les sens. Nous devions pouvoir comprendre ça. Mais nous devons pouvoir sélectionner aussi les premiers résultats scientifiques qui sont probants, comme celui du traitement, on le sait. Et celui de la prévention, porter le masque, symboliquement, j'ai un masque là, garder la distanciation. Et sur le plan clinique, traiter les gens tôt. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, ce qui est important dans ça, c'est plutôt un problème politique, c'est-à-dire qu'on a vu le gouvernement, le ministre de la Santé interpellé. Il a répondu par une conférence de presse, il a même répondu par écrit. Ce que je voulais dire ici, je voulais dire à son équipe que il faut savoir que ce qu'on attend n'apparaît pas dans le texte. On attend de savoir qui a constitué la commission de passation des marchés. Si cette commission, parce que le code des marchés prévoit une procédure, même en urgence. Est-ce que cette commission a respecté les procédures d'urgence? Comment est-ce que les ingénieurs et les chefs du marché ont fait le suivi? Comment est-ce que les commissions de réception, est-ce qu'elles ont trouvé la réception conforme? C'est ces 4 à 5 questions qu'on attend. Parce que ce que le rapport a, c'est simplement la comptabilité des dépenses. Mais ça, en fait, le ministre, lui, il prend tout sur lui. C'est-à-dire que, par exemple, la procédure de passation, c'est le président de la commission, soit interne, soit spécialisée des marchés, au ministère de la Santé, qui doit dire comment il a fait la passation. Est-ce qu'il a fait de façon concurrentielle? Est-ce qu'il a fait de gré à gré? Parce que c'est ça les points sensibles de la commande publique. Les points sensibles de la commande publique ne sont presque jamais la comptabilité des chiffres.
c'est toujours ceux qui ont gagné comment? Qui a fait gagner? Par quelle méthode? Quand ils ont gagné, comment on a exécuté? Est-ce que l'exécution est conforme au cahier de charge du dossier? Maintenant, quand ils ont exécuté, la livraison, ça a été réceptionné par qui? Est-ce que la livraison est conforme au devis estimatif et quantitatif ou bien à ce qu'on appelle le bordereau des prix unitaires par comparer aux caractéristiques techniques? C'est-à-dire que la conférence de presse et le texte ne répondent pas aux questions fondamentales. Et je voulais dire à ses collaborateurs ici que aidez-le. Aidez-le, donnez ça. C'est le président de la commission qui doit répondre. Ce n'est pas tellement lui. Très bien. On va dire un mot sur deux sujets avant d'aborder les questions thématiques. D'abord, êtes-vous pour ou contre l'idée d'un remaniement ministériel à l'heure actuelle au Cameroun? Et ça, c'est l'ancien secrétaire de l'Union des populations du Cameroun que je questionne ce soir. On peut poser la question comme ça. Mais une autre façon de poser la question, c'est pourquoi et à quoi bon. Et c'est ça, pour moi, ça qui est important. Le pourquoi permet de dire que quelles sont les questions les plus importantes de l'heure que le gouvernement doit résoudre. Il y en a au moins deux. La première, c'est la guerre. Et la deuxième, c'est toutes les réformes de tout le système électoral. C'est-à-dire le code, le statut de l'ECAM, le statut de la Cour constitutionnelle. Voilà les deux questions fondamentales. Si vous voulez, parce que ces deux questions fondamentales, la guerre et ça là, ont pourri la vie du Cameroun depuis ce gouvernement-là. Si le but est cela, ben le remaniement est nécessaire. Si le but est de régler ces deux problèmes, le problème de la guerre et le problème du système électoral, le remaniement devient nécessaire. Maintenant, si le but est autre chose, bon, moi je ne saurais répondre sans connaître ce but-là. S'agissant spécifiquement du code électoral, vous, professeur Baébé, qu'est-ce que vous reprochez à ce code exact? Alors, des choses très précises, ça j'ai aussi dit déjà, mais je vais répéter parce que c'est fondamental. J'ai 4 ou 5 choses. L'une d'elles, c'est que toutes ces choses sont de l'injustice. Première injustice, le code électoral dit, pour être député, il faut une caution de 1 million. Ok. Donc, quand l'UPC veut présenter 180 députés, il faut 180 millions. Il les prend où? Les autres partis, on sait où ils vont prendre. C'est injuste. Pour un parti qui a pour bilan avoir libéré le Cameroun de la situation la plus dégradante de l'humanité, l'esclavage, qu'est la colonisation. Vous lui empêchez parce que lui ne peut pas prendre illégalement 180 millions quelque part. Deuxième injustice. On dit, maintenant, les enveloppes de campagne. On va donner les enveloppes de campagne en fonction de la proportion de représentativité à l'Assemblée. Ok. Mais il y a un parti qui est obèse à l'Assemblée, obésité depuis 60 ans, après une grosse tricherie qui perdure. Oh non, une tricherie qui dure 60 ans devient la norme. On doit changer cette loi et remettre la même enveloppe à tous les partis qui ont fait la preuve d'être des partis. La preuve ici, avoir eu un jour, ces 20 dernières années, un député. La même chose, on doit supprimer les cautions, les 180, mais simplement pour les partis qui ont fait la preuve d'être des partis sérieux en ayant un député à l'Assemblée. Troisième, et je vais m'arrêter là. Troisième chose à corriger, on dit les hauts fonctionnaires, eux, doivent aller en mission de campagne avec la voiture de l'État, le chauffeur de l'État. Oui, regarde-moi Yves. Les ordres de mission de l'État, le carburant de l'État. Mais quelques partis seulement doivent le faire parce qu'ils sont dans le gouvernement et les autres ne peuvent pas. C'est juste.
Réponds-moi maintenant, est-ce que c'est juste? Je resterai... Non, mais réponds. Je resterai sur la même Tu poses des questions, et lorsque je te demande trois injustices, maintenant tu veux faire... Tu fais comme les autres. Professeur Baïbek, sur cette question... Tu es un citoyen du Cameroun. Est-ce que c'est juste que on dit il faut 180 millions pour aller pour avoir ces caméras? Je vous rassure, professeur Baïbek, une fois que je serai à votre place, je vais répondre à cette question. Pour le moment, je joue le rôle simplement de présentateur, de médiateur de ce programme. C'est un code. Pour qu'on soit suffisamment clair, c'est un code qui passe notamment par des mécanismes bien connus. Le code électoral. C'est un code qui passe par des mécanismes bien connus. Ces mécanismes-là, aujourd'hui, vous les connaissez. Vous avez le sentiment que c'est une bataille qui se justifie lorsque vous remettre en question ce code électoral qui passe à l'Assemblée nationale. Je t'ai cité au moins 3 articles qui doivent être changés. Mais vous savez comment on le change, non, professeur Baïbek? Non. Cherchez à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, par exemple. Comment? Par voie électorale. Par voie électorale, avec les gens, avec un code faux. Il faut casser le cercle vicieux. On veut changer un code électoral faux pour que tout le monde aille justement. Mais c'est ce code qui fait la guerre. Yves, tu es pour la guerre, tu défends la guerre. C'est à cause de ce que les séparatistes sont en brousse. C'est à cause des effets de ces mauvaises lois. Ne les défends jamais. Tais-toi au moins. Si tu ne peux pas comprendre. Mais on ne peut pas. On dit que depuis 1956, les lois électorales sont fausses. On dit que l'ECAM, les fonctionnaires de l'ECAM qui nous ont interdit, parce qu'ils nous ont exclus des élections. Ils viennent là, il y a une mauvaise décision du MINAC. Et ils disent que pour l'UPC, ils reçoivent 2 investisseurs. Tout le monde connaît la loi. Les gens de l'ECAM ils manquent de culture pour savoir qu'il y a une loi. Maintenant, la justice vient donc de décider. Regarde les conséquences. La justice a fait le succès à l'exécution. Et les réquisitions en annulation sont en notre faveur. Mais nous n'étions pas aux élections. Comment ils vont réparer ça? On parlera de votre formation politique en deuxième partie. En deuxième partie. Tu fais les questions. Il faut pas. Je ne fais pas les questions. J'adresse des questions. J'adresse des questions spécifiques. Et professeur, on va y revenir. Rassurez-vous. En seconde partie, on parlera abondamment de votre formation politique. Et on sort se préparer quand vous voulez m'interroger. On sort, professeur Baïbek. On ne sort pas comme ça. Voilà, tu professeur Baïbek, on va y revenir. Quand tu es coincé, tu cherches à sortir. Non, rassurez-vous. Que la réponse, je pose des questions. La réponse elle vaut quelque chose. Professeur Baïbek, je suis pour l'instant le modérateur de cette phase d'échange. Peut-être que le contradicteur, j'aurai certainement des choses à dire. Et on reviendra là-dessus. J'aimerais qu'on dise un mot rapidement sur la compagnie nationale aérienne. Et on va revenir évidemment sur des questions d'ordre thématique en parlant abondamment de votre formation politique. De plus en plus, l'on évoque l'urgence de l'ouverture du capital de la compagnie nationale aérienne. Votre regard sur cette actualité? Non, moi j'ai fait des recherches là-dessus. On trouve que le PDG, il est clair, hein, il a besoin de financement, de l'équité. Il dit qu'il va faire il veut faire au moins 4 choses. Il a 2 ou 3 avions au sol, il veut les réparer. Il dit qu'il veut louer d'autres. Il dit qu'il lui faut un fonds de roulement. Il dit que il veut avoir une caution bancaire pour avoir de l'argent. Et il a un bilan, c'est-à-dire que depuis 2012, il est parti avec un capital de 23 milliards. Et il paraît que depuis 1 ou 2 ans, il a réussi à réaliser un chiffre d'affaires de 30 milliards. J'ai calculé autour de quoi ça, c'est pas mal. Le vrai problème aujourd'hui, à mon avis, c'est que l'État l'aide un peu avec une expertise des compagnies nationales des pays comparables qui ont fait les preuves pour 2 raisons. D'abord, ça permet de voir s'il se trompe quelque part, ça va l'aider. Et puis, ça permet aussi à l'État d'avoir un moniteur. Ces compagnies-là, par exemple, South African Airways, Kenya Airways, puisque Ethiopian est déjà parmi ses actionnaires probables, hein,
ou bien Israël et Maroc. Mais je pense qu'on ne va pas tirer sur tout. Quand quelque chose est possible, mais je peux me tromper en tant que citoyen. Mais il me semble que l'idée d'ouverture du capital, la prise en main de la Camer, pour l'instant, n'est pas un projet farfelu. Peut-être que j'ai vu. Bon, c'est vrai que nous ressentons autre chose dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où quand on arrivait à l'aéroport, on voyait Camer décoller, Camer atterrir. On ne sent plus ça. Ça manque. Les Camerounais ont besoin de leur Camer. On va prendre avec la complicité de la réalisation ce soir la transition pour la deuxième articulation, la phase d'échange avec le professeur Baïbek. A tout de suite. Alors pour cette seconde phase d'échange, j'aimerais qu'on aborde d'abord la question de la couverture santé universelle. Est-ce possible dans un pays sous-développé comme le Cameroun? Est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette couverture santé universelle? On en parle beaucoup, le gouvernement semble indiquer qu'on s'y achemine. N'eût été évidemment les crises multiformes que nous traversons, on aurait certainement déjà cette couverture santé universelle. Mais vous qui êtes le spécialiste, un spécialiste dans ce domaine-là, vous pensez que c'est possible dans un pays? Absolument. Les pays comparables ont ça. Le Ghana, là. Je crois que le Sénégal est en cours. Au moins ce que je connais. Tous les pays du Maghreb, c'est des pays comparables. Et même outre-Amérique, beaucoup pays en Amérique du Sud. Donc, c'est possible. Maintenant, quel est le problème majeur du Cameroun? Notre problème majeur est la corruption et la prévarication. Je pense que tant qu'on n'a pas résolu ça, ce n'est pas facile pour nous. Et je soupçonne le président de la République que c'est pour cette raison qu'il hésite. C'est pas qu'il hésite, c'est pour cette raison que, disons, l'État du Cameroun en parle depuis près de 10 ans. Vous savez que ça a été le cheval de bataille de Mamafouda. Olangana, lui, c'était ça. Son cheval de bataille, c'était le sable. Le cheval de bataille de Mamafouda, chaque ministre a son truc. Il se fait son obsession. Mamafouda, c'était l'assurance maladie universelle. Je crois qu'il a amené ça vraiment. Et on était très content de voir que Malachi, quand il est venu, il s'est accroché aussi sur ce projet-là. Mais le Covid l'a beaucoup perturbé. Il faut dire que le Covid le perturbe vraiment, ce jeune ministre. Et donc, oui, ça peut donner. Oui, il faudrait que notre pays s'engage en essayant de tenir compte de ça. Et surtout en utilisant l'expertise de la CNPS qui a déjà fait le premier pas. La CNPS sait déjà payer les retraites, il rembourse des assurances maladie universelle. Et puis, elle est au moins géographiquement bien représentée. Parce qu'une assurance maladie universelle, c'est une caisse. Il faut dire que dans des pays comme la France, la caisse a 3 niveaux. Il y a la caisse nationale, il y a les caisses régionales, et puis il y a ce qu'on appelle les caisses primaires dans chaque département. C'est-à-dire que, quand je dis n'importe quoi, le citoyen qui part à l'hôpital à Mokolo, pas Mokolo de Yaoundé, on va dire Yagua ou Mora. Il faut que quand il va à l'hôpital, on lui donne son ordonnance, il va donner au pharmacien de Mora, le pharmacien de Mora lui donne les médicaments, et le pharmacien de Mora envoie la facture à la caisse primaire de Mora, qui le connaît, et donc qui le gère mieux. C'est là qu'il sera payé. Vous voyez un peu. Donc, cette organisation-là, la CNPS, l'a déjà, au moins au niveau des régions. C'est-à-dire que la CNPS est représentée dans 10 régions. Il reste maintenant à être représentée dans les 50 départements. Et si vous voulez, pour moi, elle est l'institution la plus apte à mener ce projet, à conduire ce projet, bien sûr, en collaboration avec la primature, le ministère de la Santé. Mais en tant que structure, c'est la CNPS qui est apte. Parlons des médecins de manière globale. Une certaine presse semble indiquer que les médecins sont logés dans la mauvaise enseigne. Les traitements qui sont les vôtres, les commodités,
Le salaire également semble évoqué par plus d'un pour indiquer que comparativement aux pays du même niveau, les médecins au Cameroun ne sont pas les mieux lotis. Vous partagez cet avis, professeur Baïbek, où il y a une nette amélioration dans la prise en compte et la valorisation de cette profession? Ben, on pourrait dire comme ça, lorsqu'on compare. Et je dois vous dire qu'à mon niveau, les collègues des pays comparables ont un traitement privé, mais à mon niveau, c'est pas ça la chose la plus gênante. Même quand j'étais jeune médecin, c'était pas ça qui nous gênait le plus. Parce que finalement, avec ce que nous appelons les quotes-parts hospitalières, parce que nous faisons travail à l'hôpital, on a des quotes-parts. Voilà. Avec les quotes-parts hospitalières et avec un peu d'activité, on va dire privée pour ceux qui sont dans les grandes villes, on arrive à joindre les deux bouts. Ce n'est pas ça le problème qui nous gêne le plus. Les problèmes qui gênent le plus les médecins, c'est le manque de justice et de transparence dans le plan de carrière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 100 médecins sortent du cursus. Il n'y a pas une règle qui fait qu'un aille à Akwaya et l'autre à l'hôpital général de Yaoundé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Lui va à Akwaya, d'autres allaient à Bakassi. Moi, je commence ma carrière à Kolofata. Par hasard, ça m'a plutôt aidé. Mais quand j'allais à Kolofata, je pleurais. Mais un an et demi après, quand j'en partais, je pleurais plutôt, je ne voulais plus partir. Parce que les Kanouris, parce que c'est comme ça qu'on appelle le peuple de Kolofata. Oui. Les Kanouris, ils ressemblent aux Peuls. Je crois que c'est un sous-tribu des Peuls. Ils sont musulmans, ils ressemblent aux Peuls. Ils ont les traditions des Peuls. Ils sont extrêmement hospitaliers. Et j'avais eu la chance qu'à l'époque, ils me disaient, parce que pourquoi vous faites comme... Ils disent, non, on aime les Bassas. C'est-à-dire que j'avais trouvé qu'il y a beaucoup d'instituteurs Bassa qui avaient été affectés au coin avant moi et ils travaillaient comme on travaille dans notre culture et ils étaient durs dans l'éducation et puis les Kanouris aimaient ça parce qu'ils enseignaient bien leurs enfants et ils m'ont adopté tellement bien donc pour dire que moi ça m'a arrangé à la fin mais au départ c'était une grosse injustice. Pourquoi on peut sortir de l'école? Moi, on m'envoie à 2000 km. Et à un endroit où pour arriver à 50 km, je dois arriver en moto. On affecte mes collègues qui sont derrière mon classement, parce qu'à l'époque, on nous classait par ordre de mérite. Pourquoi on affecte l'autre encore? C'est cette injustice-là. est l'une des choses que les jeunes médecins vivent très mal. Or, on peut régler ça. Parce qu'ailleurs, il y a des règles, des normes, il y a un rationnel. C'est-à-dire que, par exemple, on donne des points à chaque point. On peut avoir 5 catégories de points. Et on dit, pour entrer plus tard en spécialisation ou pour être directeur au ministère, il faut avoir accumulé les points. Et par exemple, Akwaya a 10 points par an. Et Yaoundé a 1 point par an. Donc le gars qui va à Akwaya, il est ambitieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ce point-là qu'on utilisera à la fin pour mobiliser les gens. Donc l'injustice, premier problème. Deuxième problème, le sous-équipement. On arrive dans les hôpitaux, même la simple blouse, les médecins enchaînent leur blouse. Ce n'est pas normal. Je ne parle pas du stéthoscope. Vous comprenez? Les chirurgiens opèrent avec leur boîte dans le sac. C'est ce qui fait que les médecins, pour la plupart, sont aujourd'hui des hommes d'affaires, ont leurs officines, dévient avec les patients dans les hôpitaux. Ça, c'est un autre problème, parce que la médecine a au départ une profession libérale. N'entrez pas là-dedans. C'est un débat entre le corps des médecins et l'État. Mais c'est une profession libérale au départ. Oui. Dans l'histoire de l'humanité, je crois que c'est Napoléon qui a fonctionnalisé la première fois dans le système francophone. Donc, on va dire que la question de salaire est importante, mais elle est moins importante que ces questions d'injustice, de défaut de plan de carrière, la gestion des plans de carrière de façon arbitraire, l'équipement
Et puis maintenant, c'est que l'État, on a une sorte de clique des directeurs des hôpitaux qui se retournent contre leurs collègues. Et le problème n'est pas là. Le problème, on a voulu résoudre le problème en disant, bon, on va nommer les directeurs des hôpitaux non médecins. Le problème n'est pas là. Que ce soit un administrateur ou que ce soit un médecin, si c'est un mal gouvernant, le problème est le même. Donc le problème est le problème de la bonne gouvernance des médecins. Et donc la bonne gouvernance de nos compatriotes. Savoir que lorsqu'on est directeur, on est nommé directeur pour encadrer ses collègues à bien travailler. Si on est administrateur, pour organiser ses compatriotes à bien servir les autres compatriotes usagers. C'est un problème d'éthique fondamentale d'abord. À partir de ce moment-là, l'État peut nommer qui il veut, si c'est ça qu'il veut faire. Mais ailleurs, ça peut aussi être une nomination par les collèges. C'est-à-dire que c'est les médecins de l'hôpital, la cantine de Douala, qui restent et disent que nous voulons être gouvernés par tel collègue. Peu importe, mais maintenant, le fait de nommer n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on le nomme, il vient marcher sur ses collègues, qu'ils soient. Le problème n'est pas que... parce que nous, on a la chance avec Mama Fouda. Voilà l'exemple d'un ministre, ingénieur de son état, Mama Fouda. Qu'est-ce que Mama Fouda a fait? Parce que comme il parle à Mama Fouda, il a un bon rapport technique avec nous, humains. Pourquoi? Parce que Mama Fouda, quand il arrive, il se tape comme conseiller ses amis de l'école. Parce que c'est un gars de Polytech, en fait. Quand il était à Polytech, les bivoléteurs au CUS, ils se connaissent. Et comme les bivolés, le Bob Yonopé à son âme n'est plus, les King et tout ce monde-là, étaient leaders en médecine. Quand ils vont là-bas au ministère, ils reviennent, on leur dit comment est le nouveau type là. Et ils nous disent que non, allez, vous voulez bien. Mais c'est un problème, dites-nous. Ils lui ont donné un petit nom, Mao. On l'appelait affectivement, là ils sont bas. Ils ont dit Mao, voilà comment on l'appelait. Il est ingénieur, mais le rapport qu'il a avec nous, parce qu'il a eu l'astuce d'avoir comme conseiller les médecins de haut volt, ou bien les leaders, parce que lui était leader dans les années 2000, c'est-à-dire les plus anciens dans les hôpitaux. La banque, Bobo Yoneking et tout ça. Et eux, ils ont répercuté. Et comme nous, on avait du respect pour ces frères aînés-là, nous tous, on a soutenu Mama Fouda. Hein? Il parle là parce qu'il a d'autres problèmes. Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes avec nous. C'est parce qu'on se comprend. Alors que son prédécesseur, Oulangana, et nous, c'était la guerre. Hein? Lui, on avait à peu près le même âge, donc les mêmes rivalités. Et comme il était un type fier, plein de... un type, paraît-il, intelligent aussi, arrogant, quand il nous disait ceci, nous, on lui disait cela. C'était comme ça. Donc, finalement, c'est un problème de gouvernance. Nous devons apprendre tout le monde à gouverner ses compatriotes dans notre pays et à mettre de côté les principes de gouvernance néocoloniale. À commencer par le mot fondamental, commander. On administre ses compatriotes, on ne les commande pas. Et les administrer, comme disait un Gabonais, c'est se mettre à leur service. C'est valable pour les usagers, mais c'est aussi valable pour ses compatriotes, pour ses collègues. Et c'est une pensée qui semble épouser le mode de fonctionnement de l'Union des populations du Cameroun, se mettre au service de ses militants. Parlons justement de l'Union des populations du Cameroun. Professeur Baebek, qu'est-ce qui se passe concrètement au sein de votre formation politique? Tout à l'heure, vous avez semblé saluer la décision de la juridiction compétente, mais il se trouve que l'honorable Bapod Lipod persiste et signe. Il est le secrétaire général de votre formation politique, élu au terme d'un congrès, dit-il. Que se passe-t-il concrètement? Qu'est-ce qui fait courir au sein de l'Union des populations du Cameroun? Et pourquoi toute cette tendance? Non, j'ai répondu l'autre jour à votre collègue que le problème posé comme ça est mal posé. Il y a des problèmes au sein des partis politiques. Ce qu'un État fait, c'est qu'il gouverne. Et gouverner, c'est faire appliquer les règles. Ce qu'on demande à l'État, c'est appliquer les règles. C'est tout.
C'est pas ce qui a été fait jusqu'ici. Maintenant, pour votre gouverne, il vient de dire tout à l'heure à 19h à STV qu'il était élu en congrès de 92. Il y a eu 3 congrès en 92 parce qu'il y a des problèmes. Mais ce qu'il a oublié. Et là, je prends à tout le monde Sadi. Tous ces congrès ont été mis entre parenthèses par une convention de 2013 où avec Sadi, on est tombé d'accord que le leadership va être collégial et on a eu 6 dirigeants qu'on a appelés le comité provisoire. Donc on a mis entre parenthèses tout ce qui s'est passé en 2012. Tout le monde a oublié. Sadi nous a donné 2 objectifs écrits. Je vais vous montrer le texte. Parce que comme vous ne faites pas de recherche avant d'aller aux interviews, si député avait cherché ça, l'aurait trouvé. Avant de convoquer les gens, il faut faire la recherche. Mais tout à fait, ça a été fait, ça a été fait. On en a déjà parlé aussi avec le secrétaire général adjoint. Donc, la convention qu'on signe avec Sadi, qui veut régler les problèmes, est celle-ci. Un comité provisoire, qui a 6 personnes, va pas reporter parmi elles. Et moi, je suis, parce que je suis le poulain de Sendé. 2, vous irez premièrement aux élections qui arrivent, les élections se pointaient à l'horizon. Les candidats qui étaient choisis étaient ceux justement qui avaient, qui avaient reçu l'option du comité. Et après les élections, vous irez au Congrès. C'est ça l'objet de la convention. Donc 4 notions. Première notion, on met entre parenthèses tout ce qui s'est passé en 2012. Bapor est d'accord. Deuxième notion, ou deuxième convention, vous irez aux élections de façon collégiale. C'est vous qui allez investir, vous les 6. Et troisième condition, quand vous finissez les élections, vous allez au Congrès. Voilà la convention de 2000. Il y a eu les listes consensuelles, professeur Daebek. Mais le Congrès, par la suite, ne s'est pas bien déroulé. Pourquoi? Allez-y, professeur. Il a dit tout à l'heure que c'est lui qui a investi. Non, on s'était partagé les secteurs. Le secteur, non, le secteur Sendé et lui. Et il voulait être tête de liste. Je me suis opposé, j'ai soutenu Sendé. Et j'ai dit à Sendé, on va au contentieux sur les 6. Il vient être d'accord à l'intérieur de l'ECAM. Quand on va déposer, en le mettant deuxième de liste, parce qu'on était obligé de le mettre. Et le débat, c'était que lui voulait être tête de liste devant Sendé. J'ai refusé. C'est moi qui ai soutenu Sendé. Vous savez que Sendé était un type qui avait une psychologie particulière. Il voulait accepter. C'est moi qui refuse. On est dans le bureau de Sendé dans sa clinique. Je dis à Robert, sors. Fous le camp. C'est Mbaguiyem qui le convainc, nous retrouve au palais de congrès, au bureau de l'ECAM. Et on met la candidature, je crois, à minimum le cas. Donc, ce qu'il dit là n'est pas vrai. Pour votre gouvernement, si vous voulez savoir. Et de toute façon, ce que nous vous demandons, c'est que la justice vienne de vous rappeler que le Cameroun est quand même un pays où le gouvernement, l'État, c'est ce que c'est qu'un État. Et un État, c'est les règles. Respectez les règles. Respectez les décisions de justice, c'est tout. Arrêtez de nous dire que Bapor a dit ceci. Moi, je ne veux plus entrer là-dedans. C'est mon petit frère. C'est un collègue, c'est un camarade. Bon, je m'arrête là. Parlons de l'Union des populations du Cameroun, cette formation politique. Parlons de l'idéologie de la formation politique. On a du mal à vous fixer dans l'air du temps, professeur Daebek. Certains ont cru voir une sorte de similitude entre la doctrine qui est celle de l'Union des populations du Cameroun, s'il y en a un, et évidemment le Parti communiste. Non, il faut bien comprendre. On a réglé cette affaire dans une interview à Paris. Je crois que c'est en 1954. On dit que l'Union des populations du Cameroun ne suit pas un parti politique. Elle ne suit pas un journal. Elle ne suit pas un pays. Elle suit ses propres intérêts. L'Union des populations du Cameroun, vous allez développer, je vous relance là-dessus. L'Union des populations du Cameroun était-elle une section du Rassemblement des Africains? Au début, mais après, quand Oufouette s'est engagé dans le néocolonialisme, on a quitté. Mais vous savez que le Rassemblement des Africains était soutenu par le Parti communiste français. Vous le saviez au moins? Ouais, attendez. Où est le problème si on est soutenu par un communiste? Ce n'est pas un problème. L'Union des populations du Cameroun dit ceci.
Si pour les intérêts du Cameroun et donc de l'UPC, on doit marcher avec un parti communiste, on le fera. Mais on n'est pas communiste. Entendons-nous bien. On est fondamentalement, du point de vue idéologique, un parti progressiste. C'est-à-dire, nous sommes pour les 95% de la masse laborieuse qui souffre, qui est dans la misère. C'est ça. Mais on ne dit pas que tout le monde doit être égal, comme les communistes. On dit que tout le monde doit avoir un minimum. Et la différence supplémentaire doit être en fonction du mérite. Par rapport au libéralisme aveugle, qui estime que on doit laisser les handicapés ou les aveugles compétir avec les gens en santé, ce n'est pas possible. Il faut fixer un minimum. C'est ça idéologiquement. Maintenant, si dans ce projet-là, la Chine communiste de Mao nous aide, on va la suivre. Oui, Mao était notre partenaire. Mais ce n'est pas que nous qui avons fait avec Mao. Ce n'est pas que nous qui avons fait avec la Chine. Les projets, surtout les grandes ambitions de Paul Biya, ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas la Chine qui a construit le pont du Vouri. Ce n'est pas la Chine qui a le port à nos profondes îles. Pourquoi vous faites preuve d'une culture de mauvaise foi comme ça? Lui qui est un parti libéral, parce que l'idéologie c'est le libéralisme communautaire, ce libéralisme n'a pas accueilli la Chine communiste. La Chine est un seul parti, le parti communiste. Et c'est avec lui qu'on a fait signer les accords. C'est deux présidents qui ont signé, c'est Paul Biya et Hu Jintao. Et ces deux partis, l'UPC et le RDPC. L'UPC est le parti communiste chinois. Donc, négocier avec le parti communiste chinois, où est le problème? Même le RDPC l'a fait. Et on a les résultats on a un port à Kribi, on a un pont sur le vrai, on a l'autoroute Douala Yaoundé. Ce n'est pas la Chine, le parti communiste chinois. Professeur Baïba. Non. Professeur Baïba, Tu vas confondre le lancer. Non, dans votre dynamique. Alors. Nous restons dans votre dynamique. Pourquoi est-ce qu'on appelait le ruban Oumiobe affectueusement le Ho Chi Minh africain? Ben, écoutez, c'est une question de leadership. Ho Chi Minh a été le leader en Indochine, en particulier au Vietnam. Oui. Et on estimait que Oumiobe était un leader charismatique qui pouvait faire comme Ho Chi Minh. Voilà ce que j'en sais. Voilà. Restons dans le cadre des combats menés par l'Union des populations du Cameroun. Donc, pour, je parlais de votre question. Allez-y. Même les partis les plus libéraux comme le RDPC a signé avec le Parti communiste chinois. Et on a les résultats. Le pont du Vouri est là. Le port à eau profonde est à Kribi. Et l'autoroute, et j'en passe. Sans compter le barrage à Lacto. Il y a la Chine partout. Il y a le Parti communiste chinois partout. Donc ce n'est pas... Si vous voulez dire que comme on s'est attendu avec Mao, alors on est communiste, donc le RDPC est communiste. Vous avez donc mal posé votre question. Sur l'Union des populations du Cameroun, on va y rester, professeur Bayebek, avant peut-être d'en venir à votre bilan au sein du secrétariat général de cette formation politique. J'aimerais qu'on parle de l'UPC cette fois-ci en termes de collaboration avec des mouvements culturels qui ont existé à une certaine époque. Vous êtes le parti qui revendiquiez la lutte pour l'indépendance, la réunification et ensuite l'indépendance du Cameroun. Quels étaient finalement les rapports entre l'Union des populations du Cameroun et par exemple le Ngondo ou encore des groupements culturels comme le Kumze? Ben écoute, c'était une technique de recrutement, une technique d'assise du parti. Il estimait que le fait de faire entrer un mouvement culturel entier suscitait l'adhésion de ces peuplades là ou de ces peuples-là. Et il avait commencé par le Soli Babi, la solidarité Babimbi. Après, il y avait le Kunzi, après, il y avait le Ngondo, après, il y avait d'autres. Et c'est une technique qui a payé, qui a permis de fédérer. Et c'est comme ça que nous devons construire le Cameroun de demain. En fait, on voulait déjà commencer à construire ce que nous allons appeler la nationalité camerounaise, qui se construira sur une sorte de fusion, une sorte de synthèse des différentes cultures qu'il y a dans les tribus ou les ethnies. On ne construira pas une nationalité camerounaise solide en niant les tribus et leur culture. Faux! Il y a ce modèle en Occident, c'est un modèle impérialiste, où un pays arrive,
on éteint toutes les cultures dites minoritaires. On met une seule culture, on dit que c'est la culture nationale, on met une seule langue. Nous construirons la langue camerounaise parce que les empereurs chinois ont démontré que c'est possible. On construit une langue nationale à partir des 260 langues. Par exemple, est-ce que vous croyez, moi je vous pose la question, vous croyez que si vous dites, il y a un seul Camerounais, si vous dites un cap, Tchédé ou monnaie, il ne comprend pas que vous dites que c'est l'argent. Il n'y a pas un Camerounais comme ça. Tous les Camerounais, quand ils parlent de l'argent, ils vous disent monnaie, un anglicisme emprunté, ou bien vous dites une cap, hein, un terme bamileke, ou bien vous dites Tchédé, un terme de Foufoulé. D'accord? Donc on peut tout à fait construire notre langue, et d'ailleurs, depuis 1970, les linguistes ont déjà élaboré l'alphabet national, l'alphabet des langues nationales camerounaises qui a 24 lettres. Maintenant, selon la langue, certains vont à 32 comme le Bassa, ou certains sont à 30 comme le Fulfulde. 30 lettres. Qui sont les différences, par exemple, dans les accents. Nous construirons une langue nationale camerounaise. C'est possible, c'est un problème technique. Nous construirons une culture camerounaise sur la base de la synthèse des différentes cultures. Mais avant cela, nous devons chacun assumer sa tribalité et s'aimer d'abord lui-même et aimer sa tribu et sa culture. Mais par rapport aux 259 autres, s'ouvrir, s'aimer, respecter. C'est-à-dire que moi je suis Bassa. Quand je rencontre un Fulbé, je dois pouvoir lui dire Jamna, Jambanduna, Sarejam, Bingelbi Jam, Jambebo. C'est comme ça, de façon culturelle. Un peul salue en 5 fois. Comment vous voulez aller? Comment va la maison? Comment vont les enfants Bingel? Debo Jam, comment va la femme, l'épouse? Donc, ce n'est pas seulement pour les langues, c'est aussi la culture. Dès que je sais que c'est un peul, je me comporte comme ça. Et quand il est gentil, il me dit aussi, alors on est là. C'est comme ça que nous allons bâtir le Cameroun, en attendant de bâtir nos langues nationales. Ce qui est faux, c'est d'être en panne d'idées et dire ce que le colon a dit. C'est-à-dire qu'on va effacer nos langues, on va effacer nos cultures et rester seulement francophone ou anglophone. C'est ça qui est faux. Parce qu'en plus, nos langues et nos cultures ont beaucoup de richesses à l'intérieur. Regardez ce que le palmier à huile en pays Bassa. Regardez le nombre de choses qu'on peut produire avec le palmier à huile. On peut produire les huiles, déjà de la pulpe, en fait du noyau à l'intérieur. On peut produire de l'huile de plusieurs variétés, la stéarine. On peut produire de l'huile, à partir de l'huile, du savon, de la glycérine. À partir des tourteaux, on peut faire, on peut nourrir les porcs à partir des vaches. Parce qu'aujourd'hui, on sait. Moi, j'ai testé ça. On sait que le couple bovin et palmier à huile est un très bon couple. Nous, on cherche aujourd'hui les partenaires pour qu'ils amènent leurs vaches. Nous, on amène la palmière. On met ça ensemble. C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun. On ne va pas construire le Cameroun en disant le Baébek a dit qu'il veut la région Bassa. On commence à stigmatiser, à polluer. Non. Professeur Baébek, comment voyez-vous l'avenir de votre formation politique? Le Cameroun ne s'en sortira pas sans la doctrine de l'UPC. Ce n'est pas possible. Et on a la preuve par la démonstration. Laquelle? Mais notre premier objectif, c'était quoi? La réunification. J'espère que tu le sais. En tant que Camerounais, si tu ne le sais pas, je sors. Tu le sais? Bon, c'était la réunification. 60 ans après, qu'est-ce qui se passe? Là, voilà un lambeau dans ce que vous appelez le nozo. Sans doctrine la doctrine de l'UPC, la doctrine de Oum, était si fondamentale que si on ne l'applique pas, le Cameroun n'a pas d'issue. Il va exploser en morceaux. Il faut rentrer à appliquer ça maintenant. Les fondamentalistes que nous sommes. Nous devons avoir de la mesure, de la tempérance,
de l'esprit de compréhension, de pardon, de la patience pour éduquer tous les Camerounais. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et faire la vérité, la justice, la réconciliation. Pardonner ceux qui sont pardonnables, qui sont de bonne foi. Et bâtir ce Cameroun-là. Ramener ça. Il ne faut pas ramener ça avec arrogance, avec violence, avec discrimination. On doit apprendre aux Camerounais ce qui est vrai. L'UPC est le parti de tous les Camerounais. C'est comme ça que Wandje, Mounier l'ont pensé. Ils n'ont pas pensé que c'est pour un groupe. C'est pour ceux qui sont justes et bons, ou qui sont forts, ou qui aiment le Cameroun, pas les autres. Il est le parti de tous les Camerounais. Le vrai problème, c'est le discours qu'on élabore. C'est l'enseignement qu'on donne aux enfants dès la base. C'est l'enseignement qu'on donne aux militants. Et c'est notre comportement dans la société. Il faut qu'on rassure les autres. Et là, on doit, nous, ce n'est pas facile pour nous. Parce qu'il y a aussi des radicaux chez nous, des rancuniers, qui pensent que vraiment, on nous a trop trompés comme ça. On doit les dire, calmez-vous. C'est nos compatriotes. Notre vrai ennemi, c'est le néocolon. Notre vrai ennemi n'est pas le type du RDPC. Il se trouve que c'est comme un type qui est entré dans une maison et réussit qui a 10 enfants et réussit à en intoxiquer 6. Qui commence à lutter contre les 4. Et il pille votre fortune, de votre boutique que votre père vous a laissé. Votre vrai ennemi, c'est celui qui a réussi à venir tromper vos frères. Votre vrai ennemi n'est pas votre frère. Professeur Les Camerounais, nous devons enlever de la tête que certains Camerounais sont les ennemis des autres. Nous devons prendre la patience, continuer à travailler nos compatriotes qui ne sont pas sur la ligne tracée par les pères fondateurs, les convaincre, les y amener et faire des compromis avec eux. Vous avez été secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Quel est le bilan que vous faites de votre passage? Vous avez pu ramener la paix dans la maison? Non, ça n'a pas été un grand succès à l'époque. En réalité, c'est pratiquement là que les fondamentalistes ont repris le poids de la paix parce qu'ils avaient pratiquement disparu. Je peux dire que c'est un bilan parce que les UPC sont difficiles. C'est un groupe camerounais où il y a une grosse conscience politique. Ça a formé le noyau des fondamentalistes, ça a reconstitué le noyau des fondamentalistes qui était presque découragé. C'est un bilan. Pendant moi, ça a duré, je ne sais pas trop combien de mois. Moi, j'ai arrêté à éditer un journal mensuellement. Et c'est ça qui a fait, je peux dire que c'est un de mes derniers faits d'armes. Mais, ayant compris que ça fragilisait davantage le parti, nous avons laissé tomber ce projet-là pour aller au congrès de 2017. Et depuis le congrès de 2017, on est derrière la direction qu'on a élue. Elle a beaucoup de difficultés, mais c'est nous qui l'avons élue. Les fondamentalistes, on est d'accord qu'on ne va pas renoncer à cette direction au nom de qu'elle est faible. Maintenant, essayons de nous développer et on va voir si le congrès peut nous faire confiance. Vous seriez partant pour les prochaines consultations électorales? Je ne parle pas des régionales, évidemment, des élections à venir. L'UPC. L'Union des populations des Camerounais. On va étape. Normalement, oui. Parce qu'il faut être clair. Nous pensons effectivement que aujourd'hui, c'est l'une des choses qu'on est d'accord avec les coroquistes. La seule façon de prendre le pouvoir sera électoral. Le problème, c'est que les institutions autour des élections ne sont pas crédibles. Il faut les refonder pour que les élections soient justes. Et si les élections sont justes, il y aura consensus. Il n'y aura pas de contestation. Ou bien sera résiduel. Par contre, si on garde le système électoral qui a des normes néocoloniales, l'injustice, parce que c'est ça, le fondement du néocolonialisme, c'est l'injustice. C'est-à-dire qu'on pousse les gens arbitrairement à une position qu'ils ne méritent pas. Et on leur donne les moyens de l'État pour s'imposer. C'est injuste. Il faut qu'on supprime ça et qu'on arrive à une loi électorale, à une administration électorale et un cours constitutionnel consensuel et indépendante. Il faut qu'on y arrive.
C'est quand nous on y arrivera, on résoudra derrière tous les autres problèmes. Ouais. Mais tant qu'on n'arrive pas, on aura donc certains citoyens comme moi qui arrive comment à s'en sortir parce que j'ai pu faire de bonnes études. Moi, je m'en sors personnellement, il n'y a pas de problème. Mais que la grande majorité, est-ce que ça sort? On ne peut pas avoir un pays où l'extrême majorité, près de 90%, est dans l'état des lobbies que nous voyons là. Ça, c'est source de tension. Les injustices sont source de tension. La non-communication est source de tension. La mal-gouvernance est source de tension. Il faut qu'on résolve ces problèmes. Quand on regarde la représentativité de votre formation politique ces dernières années, avant évidemment le double scrutin du 9 février 2020, on n'est pas très Vous êtes sûr. Vous n'êtes pas très sûr que ce discours. Est-ce que vous pouvez discuter? Vous savez ce qui s'est passé en 1956? Ou bien vous ne savez pas. Aucun cas, vous n'avez pas invité pour m'interroger si vous n'avez pas de culture. Parce que c'est l'histoire de votre pays. Vous allez où si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays? On connaît entièrement l'histoire du pays. Vous savez qu'en 1956, avant 1955, l'UPC était le parti majoritaire. Ça, vous savez. Et qui a été dissous, on ne va pas refaire l'histoire. Vous voulez que je vous raconte cette histoire, je peux vous la raconter. Mais c'est là où je dis que vous êtes con. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas refaire l'histoire. On ne peut pas. Pour bâtir l'avenir, il faut comprendre le présent. Et pour comprendre le présent, il faut connaître l'histoire. Donc si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas avancer. Un être humain ne peut pas avancer. Maintenant, on vous dit que cette interdiction avait pour but d'écarter celui qui méritait le plus et de mettre ceux qui ne méritaient pas. Mais on peut corriger ça. Entre nous, on n'a pas dit que le RDPC disparaisse avec ses alliés. Mais on dit qu'on peut corriger ça. Mais vous ne voulez même pas savoir ça. Vous revenez à chaque fois là-dessus. Ou vous êtes de mauvaise foi, ou bien vous êtes un idiot. Très bien, parlons de 56. Si vous estimez qu'on est idiot et de mauvaise foi, on parlait de 56. Allons-y. Si ce n'est pas l'idiotie, la mauvaise foi, c'est quoi? Professeur Baïbek, Parce que parlons de 56. Parlons de 56. Parlons de 56. Si ce n'est pas l'imbécilité, ce n'est pas l'idiotie, c'est quoi? C'est moi qui pose la question. Parlons de 56, professeur Baïbek. Nous sommes. Parlons de 56. En 56, évidemment, on parle justement de différentes tendances upécistes. On parle de cette émeute qui a justement suscité la décision qui a été prise par le colon de C'est-à-dire que tu es laissez-moi finir. J'essaie de restituer ce que vous estimez être une vérité qu'on essaye de tronquer. Laissez-moi restituer dans les faits pour vous dire qu'on a au moins la véracité de cette information-là. Pour vous dire simplement, professeur Baïbek, puisque nous y sommes, Douala, Konsamba et tout naturellement Yaoundé, où ces manifestations se sont déroulées avant justement que l'on interdise votre formation politique. Et évidemment, l'Union européenne avait pris la voie du maquis dans le Nioro-Ikele. Certains s'étaient réfugiés dans la partie du Cameroun sous tutelle britannique. J'aimerais qu'on s'arrête là, sur ce combat qui était le vôtre, qui était celui de l'UPC, celui de tous les Camerounais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les pères fondateurs, à ce moment précis, ont manqué de tact? Ok, si c'est ça ta question. Moi, je voudrais ce que je pense personnellement par rapport à ça. Si moi j'étais en 56, en 54, oui. Parce que je n'ai très longtemps après, et que j'étais avec les pères fondateurs, au moins je vais vous dire ce que les autres ont fait. Tu sais ce que les Algériens qui ont gagné, et les Vietnamiens, ce qu'ils ont fait, et que l'UPC n'a pas voulu, qu'Oum n'a pas voulu faire, ils ont déclaré carrément la guerre à la colonisation. Les pères fondateurs estimaient qu'ils vont arriver à l'indépendance par la lutte démocratique, non par la lutte armée. Ho Chi Minh, lui, estimait que c'est la lutte armée, que la colonisation est une œuvre de tellement mauvaise foi qu'il n'y a pas autrement. On n'a pas moyen de s'en sortir autrement. Il faut faire la guerre. Donc, ces événements de 50 mai 55 dont on parle, ce n'était que des grèves des ouvriers. Ce n'était que des marches pacifiques.
Ce que les Ho Chi Minh et les Ben Bella conseillers avaient décidé de faire dans la même situation, ils avaient attaqué le gouvernement. Est-ce que tu comprends l'erreur tactique? C'est-à-dire que les autres ont choisi la guerre. Et l'histoire leur donne raison. Ils ont eu raison. L'UPC a choisi la démarche civile démocratique. Elle a perdu. Maintenant, si c'est ça que vous voulez, est-ce que ça justifie donc que le problème aujourd'hui que nous disons donc à ceux qui gouvernent, sur la base de cela, on ne peut pas réparer. Est-ce qu'on doit encore se faire la guerre entre nous? Donc il faut la paix des cœurs. On va sortir de cette phase d'échange avec vous, le professeur Baebek, peut-être avec un mot sur votre personnalité. Particulièrement, vous êtes une personnalité, vous ne faites pas dans la langue de bois. Certains estiment que vous êtes effectivement en grosse gueule, plus loin. Certains estiment que le professeur Baebek est quasiment incontrôlable. Est-ce que vous n'avez pas des regrets dans votre carrière professionnelle, professeur Baebek, en termes de récompense, par exemple, du fait simplement que vous êtes une personne quasiment à part, difficile à maîtriser ou à contrôler? Est-ce qu'avec le temps, le professeur Baebek s'est, entre guillemets, assagi? Je ne vais pas m'assagir pour me conformer à un néocolonialisme. Ça, il ne faut pas espérer ça. Il ne faut pas. Mais par contre, si jamais les colons sont d'accord, et si l'UPC, les Camerounais, que ce soit ceux de l'UPC, les autres, sont d'accord, ce que nous pouvons faire, nous pouvons tout renégocier avec le colon. En particulier les accords secrets, le CFA. On peut tout renégocier. D'autant plus que le néocolonialisme est nuisible même pour la France. La bonne France, la majorité. Le néocolonialisme ne sert que le pré-banditisme. Je demandais l'autre jour à un philosophe savant que est-ce que le Cameroun devait être capable d'acheter un Airbus ou un TGV, ne serait que pour les touristes. Lui, c'est ce philosophe-là, c'est un camarade qui est un progressiste de fond. Mais ça dit qu'il pense que le TGV, le Airbus, c'est pour la bourgeoisie. Hein? Mais moi, je pense que pour lancer le tourisme, au moins, c'est-à-dire qu'un touriste doit être capable de partir de Douala à Kousseri en TGV confortablement. Ça va relancer le tourisme. Mais quand même, on ne peut pas acheter un TGV. Parce qu'il est pillé par les pré-bandits qui ont des réseaux avec leurs collègues camerounais ensemble et puis le pays. Mais ça n'aide ni le Cameroun, nous la France. Nous pouvons bien l'expliquer aux Français. Qu'il est important pour que les deux peuples profitent vraiment. Il est important qu'on mette fin ensemble au néocolonialisme. C'est-à-dire l'éducation dont je parle ne concerne pas seulement les Camerounais, mais tous les Africains, toute la diaspora américaine et tous les peuples des pays néocolonisateurs. Parce que eux aussi, vous avez vu tout le mouvement des Gilets jaunes, le capitalisme leur rend la vie dure. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pourtant, ce pays-là a 80% de nos réserves financières. Ce pays-là est celui qui gagne tous les grands marchés. Razel, Satom, c'est leurs entreprises qui gagnent. Ce pays-là est celui qui achète prioritairement nos matières premières. C'est ça les accords secrets. Hein? Même quand ils sont moins offrants. Donc, où est tout cet argent-là? Pourquoi cet argent-là ne rend pas la vie? Pourquoi le français moyen ou ordinaire n'est pas à l'abri du besoin? La France-Afrique, le néocolonialisme, pille l'Afrique pour le compte d'une minorité des deux côtés. Les deux peuples sont souffrants. Et les deux peuples doivent faire une sorte d'alliance pour lutter pour des rapports justes. Les rapports justes seront que quand le Cameroun achète donc l'Airbus, l'argent entre dans les poches de l'État et l'État le répercute au peuple français. La même chose pour le TGV. Ok? Au lieu d'avoir 60 ans, le Cameroun est incapable d'acheter un train. Et le petit train qu'il avait, qui était un train de campagne chez eux, est entre les mains d'un pré-bandit qui jongle et la justice et les impôts en France. Vous savez que la justice poursuit ce type-là en France. Hein?
Vous voyez un peu? Ça veut dire que le non-colonialisme n'est pas un problème seulement pour nous. Il est un problème même pour la vraie France. Très bien. On va prendre rapidement la transition grâce à la réalisation pour avoir quelques titres des journaux qui paraîtront demain sur l'ensemble du triangle national. Ce sera après cette transition. À tout de suite. Alors, quelques réactions, professeur Baebek, avant de sortir de cette phase d'échange et rendre public les publications des journaux qui paraîtront demain. Bonsoir, professeur Baebek. Pouvez-vous supporter Cabral Libye s'il est président? S'il est élu président? L'UPC ne supporte pas les hommes, l'UPC supporte les projets et les réalisations. Bonsoir, le plateau. Professeur, comment faire pour exceller dans le domaine professionnel des professionnels de laboratoires cliniques lorsque le coût des instituts sont énormes? Je ne suis que MTS actuellement. C'est Vincent Desfoulanes qui vous écrit ce message. D'accord, je vais lui répondre qu'ils prennent contact. D'accord. Autre question. Alors, bonsoir. Moi, c'est Cédric. Je fais terminale D. J'aimerais demander au professeur s'il est mieux de faire l'université avant de se lancer dans la médecine, car j'aspire à être chirurgien comme le professeur. S'il faille aller en fac, quelle est la filière que vous le suggérez? Il faut aller très vite, il ne faut pas attendre parce que c'est long. Mais il faut faire son concours, tenter sa chance. L'année où vous passez le bac. Autre message. Bonsoir, chers panélistes. C'est le docteur Achille Gimfak qui nous écrit: Maître, vous maîtrisez très bien ce que nous jeunes médecins, nous souffrons. Alors j'ai du mal, mon cher docteur Achille Gimfak, j'ai du mal à rendre public votre message. On va rapidement, avec la complicité de la réalisation, prendre les unes des journaux qui paraîtront demain sur l'ensemble du triangle national, en débutant par la une du journal Info Matin Quotidien qui nous plonge au cœur de la lutte contre le Covid-19. L'information qui est à lire en une du journal de Dieudonné Vin qui paraît ce lundi, on espère l'avoir avec la complicité de la réalisation. Titre sur la lutte contre le Covid-19, Malaouda Malachi, le pillage jusqu'où? L'information qui est à lire en page 4 et en forme exclamative revient sur les révélations de Jean-Michel Nitieux qui parle de plus de 23 milliards de francs CFA croqués au moyen de la surfacturation, de la recommission, de l'affairisme tous azimuts, une villa acquise à prix d'or à Bastos. Le ministre de la Santé s'en met plein les poches pendant que le taux de contamination à la pandémie grimpe vertigineusement. C'est l'information qui est à lire en parcourant la page 4 de ce journal, le quotidien Info Matin. Mutation titre sur l'agence de régulation des télécommunications et parle d'un réseau brouillé. Le processus de recrutement du personnel en cours à l'agence de régulation des télécommunications a été annulé. La tutelle technique met à nu les défaillances de gouvernance. Le Soir Triebdo, pour sa part, revient sur le décès de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun et cet hommage de Samuel Eto'o, fils qui pleure Stéphane Tato, et l'information qui est à lire en grande une de ce journal. L'œil du Sahel de Guy Bangatama, pour sa part, titre sur le terrorisme et la nébuleuse Boko Haram. 19 morts ont été enregistrés en Guéchewe, selon l'information qui barre la grande une du journal de Guy Bangatama. Indépendant titre
sur l'École nationale supérieure polytechnique et nous livrons la colère des candidats anglophones. Les dates du concours d'entrée dans cette prestigieuse institution de formation des ingénieurs excluent les jeunes du système scolaire anglophone. Le risque d'une manifestation est à craindre selon l'information qui est à lire en page 5 de ce journal. Sans détour pour sa part, titre sur le contrat d'exclusivité avec la Chine et nous révèle des graves hypothèses sur l'avenir de la Camtel. L'information est à lire en une de ce tabloïd. Leader Presse pour sa part, titre sur l'opération épervier. Emmanuel Djéré reçoit les consignes de Paul Biya. Le grand forum revient sur l'hôpital général de Yaoundé, le panthéon de l'excellence hospitalière, selon l'information qui est à lire en parcourant l'article publié en grande une de ce journal. Où est donc passé les fonds collectés par More Women in Politics? L'information qui est à lire en une du journal La Voix du Sang nous précise que Justine Diffot a toujours rechigné à verser les cotisations sociales du personnel du projet démocratique au féminin. Le compte de son réseau à la Caisse nationale de prévoyance sociale est d'ailleurs débiteur depuis 4 ans, selon l'information qui est à lire en une de ce tabloïd. L'actualité qui est à lire ensuite dans les colonnes du prochain journal, il s'agit d'Eco-Matin. Eco-Matin, pour sa part, revient en une lundi sur la gestion des finances publiques et nous propose les textes organiques illégaux de la Société nationale des hydrocarbures. Ladies News parle de l'armée de l'air du Cameroun et titre sur une grande conspiration contre la jante féminine. Weekend Info revient sur le militantisme et nous propose en une la notion de soutien qui fâche et divise les Bamenjou. Avenir titre sur les intimidations, les violences et autres tueries et précise qu'il faut désormais fermer l'agence de transport interurbain Fitness Voyage. Le financier d'Afrique Bi-Hebdo en une revient sur la relance économique et nous propose à lire le JICAM qui demande l'épuration de la dette intérieure. Éco-Santé titre sur l'hôpital au district des Foulanes et précise qu'une menace de catastrophe est imminente. Le journal La Tornade, pour sa part, revient sur les propos de Jean-Michel Nietzsche qui parle justement de la gestion du coronavirus. Entrepreneur nous propose de revenir en grande une sur l'importance du titre foncier dans une enquête. Ce journal nous propose de revenir sur la loi et les dispositions du corpus législatif qui présente d'ailleurs le caractère inattaquable, intangible et définitif de ce document. C'est une information qui est à lire en dossier proposé par ce journal. Des assassins du maréchal de logis Armel Lebembe sont désormais aux arrêts. L'information est à lire en parcourant l'article publié en grande une de ce journal. Il s'agit des agents préposés au service de Fitness Voyage qui ont donc été interpellés après le décès d'un gendarme dans les locaux de cette agence de transport interurbain. Élite, pour sa part, a choisi de revenir et de rendre l'honneur en grande une ce matin. L'information est à lire en grande une de ce journal qui revient sur la décision rendue publique par les juridictions du Cameroun en faveur de Tombi Aroko Sidiki. Et le journal Élite précise qu'à travers cette décision, c'est l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, c'est son honneur qui a été restauré. Identité revient sur les incendies et les non-dits de l'incendie qui a donc consumé un bâtiment de la trésorerie générale. C'est ici à Yaoundé. Mais Salah Hebdo, pour sa part, titre sur le barrage de Mekim et parle d'un gouffre financier. La Nouvelle nous parle de Magil à Olembe, l'un des stades qui abritera les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le bon choix du président de la République, c'est l'information qui est à lire en titre de ce journal. The Guardian Post d'expression anglaise a choisi de revenir cette fois-ci sur les décisions qui ont été donc rendues publiques par le ministre en charge des Finances, Louis-Paul Motazé. L'information qui est à lire en une du journal Théorisant parle justement de la suspension des salaires de son en civil par le gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun. Une information qui est à lire en forme exclamative de ce journal Théorisant, comme la plupart des journaux précédents qui seront donc disponibles dans les divers kiosques à journaux dès lundi sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Jean Baebec, c'est pratiquement la fin de ce programme avec vous.
Merci de nous avoir consacré 1h30 d'échange. Merci de m'avoir invité et de m'avoir subi. Mais il y a des questions de passion sur lesquelles je rentre dans mes gonds. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs ce caractère qui vous colle si bien à la peau. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est terminé pour cette livraison de la ligne rouge ce soir. Merci de vos multiples contributions à la phase d'échange. J'aurai le privilège et le plaisir sans doute de vous retrouver dimanche prochain. S'il plaît à Dieu, bien le bonsoir. Info Télévision.